Pourquoi l'Antarctique est-elle en danger ? Je suis François Pitrel, journaliste environnement et climat pour BFM TV et vous écoutez la question météo-climat, podcast BFM TV et nous posons la question à Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur polaire depuis longtemps. Alors imaginez un territoire 3 fois plus grand que l'Union européenne, 30 fois plus grand que la France et totalement vide. Un territoire où la température moyenne en son centre est de moins 30 degrés l'été. Ce continent de glace où aucun être humain ne vit, mis à part quelques scientifiques, est pourtant lui aussi menacé par l'homme. Et réciproquement, car ce glaçon gigantesque contient tellement d'eau en son sein que s'il devait fondre entièrement en raison du réchauffement climatique, il ferait grimper le niveau des océans de 57 mètres. Ce territoire si hostile, si rude, si incroyable, vous allez pourtant y retourner, Jean-Louis Etienne. À 79 ans, vous êtes médecin et surtout connu comme explorateur. Vous reprenez la mer en direction de l'Antarctique pour une aventure à but scientifique, 35 ans après celle que vous aviez menée déjà avec un autre bateau qui s'appelait Antarctica, qu'on appelle Tara désormais, et que les membres de l'équipage ont déjà assisté à ce podcast. Et vous avez notamment une passion pour ce territoire, alors qu'il est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui vous anime ? Pourquoi vous voulez y retourner à votre âge ? Si vous voulez, l'âge n'a pas de prise pour le moment sur mes désirs. C'est un continent, c'est vrai, je l'ai vraiment côtoyé, fréquenté, je l'ai même traversé en expédition internationale, ça a duré 7 mois, traîneau à chien. Vous l'avez bien décrit, au sens, c'est un continent puissant. Là, on parle du pôle sud, l'Antarctique. C'est un continent puissant, 30 fois la France, recouvert par 2,5 km de glace en moyenne. C'est 80% de l'eau douce de la planète qui est gelée là-bas. Alors, on parle de menaces sur l'Antarctique. Le réchauffement climatique a un impact, de toute évidence. Il faut comprendre que l'Antarctique, c'est une immense plateforme de glace. Et comme tous les glaciers, par gravité, ça descend. Puis ça descend, certaines parties flottent sur la mer et se cassent et forment des icebergs. Aujourd'hui, avec l'augmentation de la température de l'eau, l'augmentation du niveau de la mer, il y a une érosion sur ces plateformes de glace qui libèrent des icebergs, davantage d'icebergs colossales. Et donc, effectivement, il y a une libération d'icebergs importante. Ce que je peux dire de ce que j'ai vécu, j'ai traversé en 90. En 89, on est parti du bout de la péninsule antarctique, on était sur l'ice shelf de Ross, cette plateforme de glace, elle a disparu. Les 600 premiers kilomètres de glace sur lesquels on était pour Transantarctica ont disparu. Donc il y a une érosion périphérique qui est importante. Et autre chose aussi, c'est la fonte de la banquise. Elle est moins importante, elle fond plus précocement. Et les manchots ont besoin de cette banquise, et le krill aussi. Donc elle est en danger parce qu'elle fond, mais sa population, entre guillemets, la biodiversité qu'elle accueille, elle aussi est en danger. Et l'homme a un impact là-dessus. Tout à fait. Alors ça, c'est un sujet important que vous soulevez. Je viens de parler du climat. Le climat, c'est une machine thermique colossale avec une inertie énorme. On voit que c'est compliqué. La biodiversité, c'est quelque chose qui est à notre portée. C'est ça la différence, quoi. Et donc la menace, elle pèse sur la pêche au krill. Vous voyez, le krill, c'est un petit crustacé comme ça qui ressemble à une crevette qui fait 4 ou 5 cm de long. C'est le sandwich, entre guillemets, de toutes les espèces, des oiseaux, des manchots, des phoques, des otaries, des baleines. Tout le monde mange du krill. C'est ce qu'on appelle la clé de voûte du réseau alimentaire. Ce krill, il a une valeur économique aujourd'hui. On en fait des farines de poisson pour les élevages de saumon, entre autres. Les Norvégiens sont les plus gros pêcheurs aujourd'hui. Il y a des Chinois aussi, il y a d'autres pays qui viennent. Le krill, ça, c'est des places à naissins, mais c'est des essaims géants, par milliards de petits trucs comme ça. C'est sur des centaines de kilomètres carrés. Et les bateaux rentrent là-dedans avec des aspirateurs. On aspire le krill. Donc, ça devient un peu compliqué. Il y a un organisme qui s'appelle la CAMELAR, c'est un peu un nom compliqué, qui s'occupe de gérer la pêche et de gérer les aires marines protégées. Qu'est-ce qui va se passer si jamais on pêche trop de krill ? Bonne question. Je vous dis, c'est la clé de voûte, le point essentiel du régime alimentaire de toutes les espèces. Donc, ça va affecter l'ensemble des espèces. Il y a
des mesures qui peuvent être prises. Déjà, cet organisme, la CAMELAR, s'occupe de l'estimation de la richesse. Et c'est lui qui évalue, c'est un organisme international, 27 pays, c'est lui qui donne les quotas de pêche. Donc c'est le même organisme qui fait l'évaluation et qui donne les quotas. Donc c'est une situation parfois un peu compliquée. Et c'est ce même organisme qui fait voter les aires marines protégées, des zones où effectivement on n'a pas le droit d'aller pêcher. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous allons vraiment appuyer au cours de la prochaine expédition. Alors justement, oui. Donc, parlez-nous de cette expédition parce que son but, il est multiple. Il est notamment d'étudier, d'évaluer cette aire marine protégée qui existe depuis à peu près 10 ans Oui. Autour de l'Atlantique, dans la mer de Ross, pardon. Oui. Je vous invite à aller, nos auditeurs, à regarder sur une carte, c'est gigantesque. Et cet endroit, donc, on n'a pas le droit d'y pêcher. Et l'idée, c'est par un voyage en voilier, avec un bateau qui s'appelle Persévérance, vous allez essayer de comptabiliser, de compter les espèces que vous allez rencontrer. Comment ça va se passer ? Oui, alors c'est l'aire marine protégée, on dit AMP, aire marine protégée de la mer de Ross. C'est la seule aujourd'hui qui soit adjacente au continent antarctique. Elle a été négociée par Barack Obama et John Kerry, parce que les Chinois n'en veulent pas, ainsi que les Russes. Donc ça a été une négociation politique. Ils ne voulaient pas d'aire marine protégée. Aire marine Ils voulaient protégée. pouvoir continuer de pêcher à cet endroit-là. Exactement. Et donc c'était en 2016 que ça a été accordé, et donc il y a eu une demande, voyons ce qui va se passer dans 10 ans, c'est-à-dire maintenant, 2026. Et donc notre campagne en Antarctique, en mer de Ross, entre autres, va être de faire une estimation des populations à la fois de manchots, manchots adélie, manchots bapous, toute la faune qui est là, effectivement, ainsi que la faune des mammifères marins par acoustique. Donc c'est une participation à ce fameux contrat qui est attendu. Voyons qu'est-ce qui se passe après 10 ans d'aire marine protégée. C'est un outil important. Ça paraît dingue qu'un endroit aussi vierge de présence humaine, aussi important pour l'équilibre de notre planète, à tout point de vue, que ce soit climatique ou du point de vue de la biodiversité, ne soit pas protégé et que la mer qui l'entoure ne soit pas protégée. Ça paraît fou. Mais ça paraît fou, vous avez raison. Alors donc, ce que disaient les Chinois à la dernière réunion, on n'a pas assez de connaissances scientifiques. Je le répète, c'est une question de bon sens. J'explique simplement. L'Antarctique, vous l'avez bien décrit, c'est une immense calotte de glace. La glace descend partout. Il y a quelques endroits rares où il y a de la terre, du gravier, des cailloux, où les manchots, les espèces peuvent venir se reproduire. Parce qu'elles vont pondre, il y a les petits qui arrivent. Il y en a tellement peu que ce sont des centaines de milliers. On voit les images de manchots en général, ils sont tous les uns contre les autres, vraiment. Et donc, quand les petits sont là, il faut les nourrir. Et donc, tous ces manchots partent en mer et reviennent avec la nourriture pour eux-mêmes et pour les petits. Donc, c'est une question de bon sens. Il faut arrêter de pêcher dans ces zones-là, sinon on porte atteinte sérieusement à la population de manchots. Je le répète, elles sont rares, ces aires marines, ces aires de reproduction. C'est pour ça qu'on voit ces concentrations énormes. Et donc il y a un projet d'une autre aire marine qui est portée par la France, notamment, et l'Australie. Alors qu'est-ce que c'est que cette aire marine et pourquoi il faudrait protéger cet endroit-là ? Il y a 3 endroits dans le secteur de la base française, du Mont d'Urville, puis un peu plus loin, 2 autres aires de projets d'aire marine protégée. C'est défendu par les Français et les Australiens et l'Europe. Et donc, il va falloir négocier à la prochaine. Et j'insisterai sur le fait que c'est une question de bon sens, beaucoup plus que de rapports scientifiques. Il faut vraiment libérer ces espaces-là de la pêche de manière à ce que tous les manchots, les mammifères marins qui viennent se reproduire en Antarctique puissent vivre longtemps et en paix. Ça fait 35 ans que vous êtes allé pour la dernière fois, il me semble, dans une trentaine d'années que vous êtes allé dans cette zone. Non, j'ai été en péninsule quelques fois avec un Persévérance. Ah d'accord. Est-ce que vous vous attendez à avoir des changements parce que voilà, le changement climatique, voilà, la présence humaine. Est-ce que vous vous attendez à avoir des choses, pas forcément très joyeuses, des pollutions, je ne sais pas? Alors les pollutions, c'est quelque chose qui fait partie du programme, mais la pollution, elle est microscopique, vous voyez. On trouve des microplastiques quand même. Ça, c'est quelque chose même que les gens doivent l'entendre, quoi. Les microplastiques, par l'érosion, si vous voulez, ça peut partir par le vent, se déposer, c'est amené par les courants. Toutes les bouteilles que l'on jette et qui se délestent en tout petits micros vont un jour arriver en Antarctique. Voilà, ça on va une pollution microscopique. Mais je le répète, il y a des pertes d'iceberg importantes. Ça, c'est quelque chose que l'on va remarquer, notamment sur la barrière de Ross. Oui. Et est-ce qu'il y a déjà des traces, on va dire, visibles de l'impact humain sur cet endroit? Est-ce qu'il y a moins d'animaux, par exemple?
Non, alors l'impact humain, pas forcément, parce que l'impact humain est relativement rare. Il y a un impact humain à travers le tourisme. Donc la question, est-ce qu'il y a un impact humain à travers le tourisme? C'est quelque chose qui est extrêmement régulé aujourd'hui. Un bateau qui amène des touristes, il doit déposer sa trajectoire, les horaires, à quel endroit il sera précis, donc de manière à ne pas qu'il y ait... Voilà, ça c'est assez régulé. Puis la mer de Ross, c'est tellement loin, c'est une mer qui n'est pas vraiment fréquentée. Il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde. Et vous avez un autre projet que vous menez depuis des années qui s'appelle le Polar Pod. Ouais. Et ça, j'aimerais bien que vous nous racontiez, parce que c'est aussi en Antarctique. Ouais. C'est une base scientifique flottante, c'est un peu comme, ça fait penser à l'ISS, cette station spatiale oui. qui tourne autour de nous, dans laquelle va Thomas Pesquet. C'est un peu le même principe, oui. mais qui serait du coup autour de l'Antarctique. Racontez-nous et puis décrivez-nous à quoi ça ressemble. Oui. Pour rebondir sur ce que vous dites, vous parlez de l'ISS, évidemment, moi je l'appelle l'International Oceanographic Station, qui va être en orbite, pas autour de la Terre, autour de l'Antarctique, entraîné par le courant circumpolaire, que les marins appellent les fameux 50e, 40e hurlants, ce sont des zones très ventées. Et l'attente de la recherche, des scientifiques, c'est, en parlant de cet océan immense qui entoure l'Antarctique, c'est 22 000 km de circonférence, on a besoin de mesures in situ de longue durée. On ne le connaît pas, cet océan, en dehors des campagnes océanographiques qui ont lieu l'été. Donc la question, quel type de vaisseau pourrait accueillir des chercheurs dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc, le Polar Pod est un navire vertical. Vous permettez, je prends ça. Voilà. Alors pour ceux qui ne voient pas, vous regarderez sur la version YouTube de ce podcast. Voilà le Polar Pod. On habite là-haut. C'est un navire vertical. C'est un flotteur vertical. Il y a 75 mètres sous l'eau et il y a un lest de 150 tonnes. Donc, ça lui donne cette stabilité. C'est une sorte de stylo, pour ceux qui nous écoutent, mais qui serait de combien qui fait 100 mètres de hauteur, et qui tiendrait debout dans l'eau, comme un bouchon de pêcheur. Oui, absolument, c'est à 75 mètres sous l'eau, de tirant d'eau. Et donc, on habite là-haut. Il est autonome en énergie, c'est-à-dire il est entraîné par le courant circumpolaire, et on a 6 éoliennes qui nous amènent l'électricité. Et il y aurait des gens à vivre dedans. 0 émission. Là, il y aura 8 personnes, 3 marins, 4 chercheurs, plus une autre personne en fonction des programmes. Et une des choses que l'on va rechercher, bon, je reprends, il est vertical, 75 mètres de tirant d'eau. Il n'y a pas un port pour vous accueillir, vous voyez, avec 75. Oui. Donc, il est à l'horizontale. On l'amène en mer à l'horizontale, et au moment du départ, on ballaste, on remplit ça. On remplit d'eau, il bascule, l'arrière du... Et il va partir en dérive. Voilà. Et donc, une des choses que l'on va étudier, c'est l'échange de gaz carbonique entre l'atmosphère et l'océan. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète, dont on va mesurer la performance à toutes les saisons. C'est-à-dire le Polar Pod va être en permanence dans l'océan austral. Ça devrait durer 3 ans. Et ça, il sera opérationnel quand? Parce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce dossier, que vous cherchez des sous pour aller je n'ai pas encore ce projet. Je n'ai pas encore la main sur le projet, mais nous avons Persévérance, qui est le navire qui a été construit pour les ravitaillements et les changements d'équipage du Polar Pod, parce que les gens resteront 2 mois et tous les 2 mois, on les renouvellera. Et donc, Persévérance est là. Et aujourd'hui, on fait des projets sur Persévérance, qui est aujourd'hui... Alors, racontez-nous, d'autres navires assez impressionnants. Ce bateau, Persévérance, c'est pas juste un bateau, c'est un voilier. Oui. Déjà, c'est pas banal d'aller jusque là-bas en voilier. Alors, l'ère où du réchauffement climatique, vous faites l'effort de minimiser votre impact carbone. Et il est spécialement conçu pour la science. Voilà, donc c'est un voilier, il y a du vent en mer, et le vent est de Ratos, quoi. Donc autant l'exploiter, vous voyez ce que je veux dire. Et puis en plus, le traitement, pour vous donner un exemple, au moteur, on consomme 1 tonne de fuel par jour. Un navire océanographique de 100-150 mètres consomme entre 20 et 25 tonnes. Donc, on ne fait pas les mêmes choses, mais tout ça pour dire que Persévérance aujourd'hui est équipée avec une multitude d'instruments. On a aujourd'hui des chercheurs qui viennent, des capacités scientifiques qui se développent de plus en plus. Et donc, en termes de coûts d'exploitation et résultats scientifiques, il est extrêmement performant aujourd'hui. Bon, merci de nous faire rêver encore une fois, Jean-Louis Etienne. C'était la question Météo-Climat, un podcast BFM TV disponible sur le site bfmtv.com ainsi que sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires.